Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à nos programmes. C'est l'heure de l'entretien et dans le fauteuil de l'entretien de dimanche politique, nous recevons ce matin Apollinaire Wilfried Avoyon, président du parti La Nouvelle Force Nationale. Avec lui, nous allons évoquer évidemment les questions d'actualité, l'actualité de son parti et, si le temps nous le permet, nous projeter quelque peu autour de quelques questions, on va dire, d'avenir. Voilà, Apollinaire Avoyon, bonjour. Bonjour cher ami. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en communication avec vous et avec nos compatriotes. Voilà, je le disais à l'entame dans mon introduction, vous êtes président du parti Nouvelle Force Nationale. Avant d'en arriver à l'actualité du parti, nous allons peut-être commencer par quelques questions d'actualité. La question, en tout cas, sur toutes les lèvres, on parle encore du remaniement qui est survenu il y a quelques jours. Qu'en avez-vous pensé? Du remaniement, on a l'impression que c'est juste un seul remaniement. Il y a eu deux remaniements, parce qu'il y a eu deux décrets. Il y a un décret qui changeait la question de la coopération, qui quittait le ministère des Affaires étrangères, désormais pour le ministère de l'Économie et des Finances. Et le vrai remaniement qui est intervenu après des tumultudes de démission ou d'éviction de tel ou tel ministre, tout ça. Le regard que nous pouvons avoir de ces remaniements aujourd'hui, c'est que ils sont intervenus au lendemain d'une élection. Et on est déjà habitué à ça, ce n'est pas une obligation pour le président, mais on est habitué qu'au lendemain d'une élection de taille, comme les élections législatives, que le président puisse tenir compte en réalité des réalités politiques et revoir son remaniement. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Cette fois-ci, on a l'impression que quelque chose s'est passé au sommet de l'État. Je n'ai pas des informations de preuve pour dire cela, mais notre regard que nous pouvons partager avec vous. C'est vrai, il y a eu des sorties, il y a eu un semblant d'entrée, parce qu'il y a un monsieur qui était dans l'appareil depuis et qu'on ne connaissait pas vraiment, le ministre de la Justice, et qui est revenu. Pour moi, je suis satisfait d'un côté et animé d'une très grande déception. Satisfait parce que il y a eu le ministère des Travaux publics qui n'existait plus depuis un certain moment. Avec la CIRATS qui a pris les travaux neufs, enfin les routes, la construction des routes, il restait quoi? Il ne restait que les transports. Les pistes rurales que le ministère de l'Agriculture pouvait gérer, donc il ne restait que le transport. La NAT qui est gérée par une agence. Donc du coup, le ministère, mon ami Yadi n'avait plus quelque chose en termes de contenu. Donc du coup, c'était... Donc c'est beaucoup plus Yadi que le ministre. Non, c'est pas... Non, il y a d'autres structures, on est d'accord, ils ne sont pas les seuls. Donc du coup, c'était un ministère qui n'avait plus vraiment quelque chose de consistant. Une coquille vide. Voilà. Donc je félicite le président pour avoir ce courage de faire disparaître ce ministère qui revient en réalité en arrière parce que on parlait du ministère du Travaux publics et de l'habitat, quelque chose comme ça. Donc c'est au cours du président Yahi qu'on a connu MEU et séparation. Et bon, vraiment, je pense en réalité que c'est bien. C'est que on est revenu également en arrière par rapport au ministère de l'énergie et de l'eau. Mais je suis très déçu par rapport à ça, parce que je ne sais pas qui a fait partie M. Jean-Claude. Mais le monsieur qui prend la tête d'aujourd'hui, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Dites-moi. Vous regardez par exemple en plein cœur de la ville de Cotonou, de Calavi, de Porto-Novo. Vous voyez la qualité de l'eau qu'on sert aujourd'hui? Non, je pense que le président, peut-être avec son gouvernement, avec certaines personnes, investit beaucoup dans le secteur de l'eau. Dans le secteur de l'eau. Mais le résultat n'est pas là. Je partage un anecdote. Quand vous parlez de résultats, vous parlez de l'eau est disponible, c'est ça, et la qualité prête à question. C'est l'eau de où le Bénin est convaincu de pouvoir atteindre, c'est l'eau de D6 qui concerne l'eau, l'accès équitable à l'eau potable. Alors, le tout ne suffit pas d'atteindre en réalité l'accès à l'eau. Il faut consolider les investissements dans le temps. Et quand vous concentrez tant d'énergie, tant de moyens dans ça, et que ceux qui doivent faire le suivi et faire travailler les choses, en réalité, ne font pas ce qu'ils doivent faire, je vais partager une anecdote avec vous. Un jour, je rentre à la maison, je suis dans la zone de Godomé, et j'ouvre le robinet, c'était tout rouge. Je dis, comment ça? Je demande autour de moi, c'était la même chose.
J'ai pris un plat de couleur blanche et j'ai ouvert l'eau dedans. J'ai flashé, j'ai publié sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut avoir le courage, le mérite de le dire aujourd'hui. Le Béninois, le président Talon, dans son programme en 2005, 2007, 2006, disait qu'il allait restaurer l'autorité de l'État. C'est vrai qu'il allait un peu plus loin. En 2016. En 2016, le premier mandat. Oui. Nous allons respecter l'autorité de l'État. C'est vrai que ça s'apparente un peu à l'oppression, à tout ce qu'on peut dire, mais aujourd'hui, c'est un résultat palpable. J'ai publié sur mon site en 20h15 minutes. Je vous assure, avant 21h, quelqu'un m'a appelé pour dire, parce que j'ai dit, mais écoutez, nous payons cher, la facture de l'eau a augmenté, le coût de l'accès de l'eau a augmenté, et je paye cher, voilà ce que j'ai comme l'eau. Vous voulez tuer mes enfants? Vous voulez me tuer avant que l'un ne vienne? Quand même. Et quelqu'un m'a appelé pour dire, ah, vous avez publié quelque chose comme ça, c'est quelle zone? Et on a dépêché quelqu'un dans la zone. Donc il y a une réactivité. Une réactivité. Faudrait-il arrêter? Et ceux qui ne sont pas suivis sur les réseaux sociaux, ceux qui souffrent le martyre, j'ai vu par exemple Hugo Sosoupé qui a publié le cri de cœur des gens de Port-Trouvé de Calavi cette semaine aujourd'hui. Des gens, je vous assure aujourd'hui, vous restez arrêté 24 heures, mais 48 heures. La dernière fois, j'ai dû me déplacer pour aller me prendre douche en ville chez un ami avant d'aller au service. Parce qu'il n'y avait pas de l'eau chez moi. Il n'y avait pas de l'eau dans Godoma. Il n'y avait pas de l'eau dans Calavi. 24 heures, au cœur de la ville la plus grande, la plus peuplée du Bénin. Et du coup, vous reconduisez cette même personne, je voudrais, à quel fait? Je comprends que ça pourrait être des questions liées politiques, parce que quand vous voyez les ministres qui sont sortis, ils sont des ministres BR. On pouvait dire qu'il sort les BR, bon, je ne sais pas, je réfléchis au-delà. Pour moi, oui. c'est un ministre qu'il fallait remercier aussi. D'accord. Au-delà de cela, vous êtes un responsable politique. J'en conviens. Les quelques problèmes que vous soulevez, je pense que qui ne sont pas, qui sont légion. Oui, voilà, tout le monde, je pense que ce n'est un secret pour personne. Mais est-ce que ces coupures, on a pu l'observer aussi au niveau de l'énergie, malgré la production qui est en hausse, on peut constater également qu'au niveau de l'énergie, il y a des coupures, on va dire, plus ou moins régulières dans certaines zones du Bénin. Est-ce que ça suffit pour remettre en cause la qualité des ministres en charge et la qualité de l'action publique? Vous-même, vous avez reconnu qu'il y a beaucoup d'investissements dans le domaine. Est-ce que ce ne sont pas simplement des ajustements à faire pour qu'il y ait encore un gap? Parce que le président, pour le deuxième mandat, pour l'eau, par exemple, a fixé le gap, en tout cas, pour l'accès universel. Oui, l'horizon, c'est 2025 pour atteindre l'accès universel de l'eau potable. Oui. Ce n'est pas seulement l'eau. Vous comprenez ça? C'est le ministère de l'eau. Oui. C'est que ce n'est pas deux choses. Vous comprenez l'accès. Et le Bénin a pris un engagement international de réaliser l'accès universel à l'eau. Oui. Et celui qui est en charge est là de façon récurrente dans les grandes villes. Vous savez, on envisage d'atteindre les 90% en ville et au cœur de la ville la plus peuplée du pays, des millions d'habitants, et qu'on n'a pas l'eau, de 24 heures d'affilée, 48 heures. C'est la responsabilité de qui? Quelqu'un était décédé la dernière fois au CNHU, malheureusement. Vous avez vu la pression qu'il y avait eu par rapport à la démission du ministre? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture, mais il faut qu'on ne commence pas à avoir. Parce que c'est ça la redevabilité aussi. Le ministre quand vous prenez les engagements au niveau international, quand vous mettez tant de ressources, et les ressources des contribuables, ils ont besoin d'être servis de qualité. On ne demande pas plus que ça. On est d'accord. Et le gouvernement prend cette volonté politique d'y investir. Et celui qui est en charge de ça n'assume pas. Je pense qu'il faut le remercier. Il y a beaucoup de... les compétences dans ces matières. C'est un appel du pied que vous faites. Pardon? C'est un appel du pied que non, je ne suis pas un spécialiste de l'eau. C'est pour ça qu'il y a tant de Béninois, j'en connais, qui sont spécialistes de l'eau, qui sont recherchés et qui travaillent au niveau international par rapport à ça. Voilà, donc je comprends que c'est votre déception. Oui, c'est la déception. Non, c'est l'une des déceptions. La deuxième déception, ils sont à 3 niveaux. La deuxième déception, c'est par rapport au ministre de l'Agriculture. Je ne vais pas revenir sur l'affaire de soja, mais je voulais revenir sur l'une des meilleures réformes que le Bénin a fait depuis 60 dans le secteur de l'agriculture. La réforme de la spatialisation de notre agriculture, où nous avons créé les ATDA aujourd'hui. Que sont devenus ces ATDA? Quel est le résultat aujourd'hui? Je pense que l'erreur n'était pas la qualité de la réforme. Non, je l'apprécie. Quand j'ai vu cette réforme, j'ai dit,
C'est depuis 1960 que la FAO a bien fait la réforme. Pour dire qu'en réalité, pour spécialiser les zones par rapport à l'agriculture, ça tenait deux facteurs. Il y a le facteur géoécologique, c'est-à-dire la zone est favorable pour la production, la pluviométrie, un certain nombre de choses. Mais il y a les facteurs socio-économiques que le Bénin n'avait jamais eu le courage d'avancer. Je vous donne un exemple. Vous dites par exemple que vous voulez produire du porc en quantité. Et vous dites que la zone favorable, l'une des zones, c'est par exemple Djougou. Or, les gens sont majoritairement musulmans. Ça ne va pas prospérer. En fait, c'est un exemple que je donne par rapport à ça. Donc, du coup, le Bénin a fait cette seconde réforme pour pouvoir intégrer aux deux, pour dire, voilà telle zone, vous devez produire telle chose, vous devez produire. En fait, c'est de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas de l'agronomie seulement, parce que l'agriculture au sens large, c'est beaucoup de choses. Le tout ne suffit pas de produire, il faut transformer, il faut commercialiser, il faut un certain nombre de choses. Regardez tout ce qu'on a nommé par aux ATDA aujourd'hui. Oui. C'est pas trop tôt pour faire un bilan, parce que personne ne peut reprocher au ministre de Souvi de ne pas être habité par c'est pour lui, c'est pratiquement. Non, le tout ne suffit pas d'être de fougueux. Non, vous n'allez pas dire que le ministre de Souvi est fougueux, est juste fougueux. Non, il est très volontariste. On peut, en tout cas, il y a très peu qui doutent de sa compétence. C'est-à-dire, il y a une filière à la faculté agronomique de l'agriculture ou l'université d'équipe d'agriculture, où on forme les gens pour l'aménagement du territoire. Non. Mais pourquoi vous mettez les spécialistes de l'agriculture pour des postes de l'aménagement du territoire? C'est ça qui a plombé la réforme. Et je voudrais demander, on peut ne pas tout voir. Je voulais lancer encore ce cri de cœur pour dire, remplacer rapidement ces gens-là. C'est des spécialistes de l'aménagement du territoire qu'il faut mettre à la tête de ces gens et des spécialistes de l'agriculture dedans et d'autres spécialités. Je pense que c'est une bonne réforme arrêtée, mais qu'il faut aller rapidement au loin pour corriger ce qui ne va pas. Et du coup, vous voyez ce qui s'est passé, je l'ai vu la semaine qui a suivi par rapport à son tapage, par rapport aux volailles qu'on ne va plus implanter. Mais écoutez, il faut bien réfléchir avant de pouvoir prendre les décisions, avant de pouvoir conseiller au président de passer à l'acte. La troisième déception, c'est par rapport au ministre de l'Industrie et du Commerce. Malheureusement, c'est des gens du BR. Je suis désolé. Non, vous faites une fixation sur non, je suis un politique parce que je dois prendre en réalité toutes ces dimensions. Pour vous, c'est contre le BR? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire, si peut-être le président l'a vu, s'il ne l'a pas fait, peut-être on va dire qu'il s'attaque au BR. On ne sait pas. Je réfléchis à haute voix. Je fais que constater. Écoutez, regardez tout ce qu'on a vu par rapport à l'industrie du commerce aujourd'hui. Je pense en réalité, quand ces gens ne sont pas à la hauteur d'un poste donné, il faut avoir l'aimabilité. Vous savez, quand vous quittez la diaspora, ça ne veut pas dire que vous avez les compétences. Cherchez à savoir quel poste ces gens-là occupent. Ils sont pleins aujourd'hui dans nos administrations aujourd'hui. C'était des chômeurs de notre diaspora. Il y en a de très bons, par exemple, Oussou. Jean-Claude Oussou, par exemple, c'est une grande compétence aujourd'hui. Oui. Ça, c'est un procès d'intention, c'est pas des chômeurs. Non, j'en connais qui étaient des chômeurs, qu'on a ramené, par exemple, des experts, et ils viennent apprendre, en réalité, ils tapotent, ils cherchent pendant un bon moment. Pour moi, il faut également remercier cette ministre-là, je ne vais pas revenir sur les détails. Donc, il faut aller au-delà d'un certain nombre de considérations. Peut-être que le président a eu des contraintes sur d'autres politiques ou d'autres dimensions que je ne sais pas. Oui, mais personne ne parle aujourd'hui du ministre de l'économie numérique, mais c'est une dame que je félicite beaucoup. Par exemple, on a connu beaucoup d'avancées dans ce domaine aujourd'hui. Personne ne peut lui reprocher quelque chose. Donc, même si nous espérons quand même qu'elle puisse agir pour que nous puissions revenir à la question de 1 giga famille. Parce que je soutiens fortement. Je voudrais rassurer mes compatriotes que je soutiens cette cause-là pour que nos opérateurs reviennent à la Il y a une question qui m'intrigue concernant votre grille d'analyse. Bon, évidemment, c'est votre grille d'analyse. Vous avez le pouvoir de et la liberté de l'avancée. Est-ce que cette grille d'analyse n'est pas un peu biaisée? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait un couac, selon votre point de vue, dans des départements afférents au portefeuille de ces ministres pour les remplacer? Je donne un exemple tout simple, peut-être que ce n'est pas une boutade. Donc, si l'équipe nationale ne se qualifie pas pour l'équipe nationale de foot, les guépards ne se qualifient pas pour la prochaine Coupe d'Afrique, ça voudra dire que le ministre a failli, il faut que le ministre parte. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? La chose ne se passe pas. Je n'ai même pas parlé. Non, c'est pourquoi je prends l'exemple. Je prends l'exemple. Ça, c'est palpable, par exemple. Oui, je prends l'exemple de ce que j'ai avancé par rapport à la question de l'eau. Écoutez, ce n'est pas une seule fois. Ce n'est pas dans un mois. Est-ce que dans un pays responsable, on peut passer en été 48 heures sans avoir l'eau? Ou bien vous avez de l'eau robinet dans un truc comme ça qui est... Non, mais peut-être que vous ne voyez pas les images de ce que nous disons. Vous buvez. Hein.
c'est de notre santé, c'est de la santé de nos enfants d'abord. Mais je pense que c'est suffisant. Mais pourquoi les gens ont mis la pression tant au gouvernement pour la démission du ministre de la Santé la dernière fois? La vie humaine, elle est sacrée. Et vous savez, il y a un Béninois qui dit, rien ne vaut la vie, il y en a pour qui pour le pouvoir vaut tout. Peu importe, les gens peuvent mourir, eux, ils s'en foutent. Écoutez, tant que ça touche à la vie humaine, tant que votre action ne permet pas aux Béninois de se comporter bien, vous n'êtes pas à votre poste. C'est simple. D'accord. Donc pour vous, il n'y a pas de souci. Vous deviez faire le Bénin a raté plusieurs qualifications, mais il y a des résultats dans le secteur du sport, il faut l'avouer aussi. Voilà. Donc, du coup, pour moi, ce n'est pas la question. Voilà, donc on a sur ce point... non, il y a globalement, c'est ça, et on a responsabilisé plus le ministre de l'économie et des finances. Je lui souhaite bon vent et on verra bien la suite. D'accord. Alors, nous allons passer à une autre question pour faire le lien, toujours dans le champ politique. Vous parlez du BR tout à l'heure. Nous allons nous appesantir quelque peu sur l'Assemblée nationale. C'est lié à l'actualité de votre parti également, mais nous allons parler de l'Assemblée nationale déjà. En commençant par c'est l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et en fait de ce qu'il a eu à dire par rapport au cahier de charge de cette nouvelle législature. Et ce qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est cette éventualité de quelques retouches à la Constitution. Qu'en avez-vous pensé et quelle est votre position là-dessus? Même si le contenu, en tout cas, la quintessence de ces retouches, la nature de ces retouches est encore inconnue. C'est peut-être encore trop tôt pour en parler, mais le président de l'Assemblée nationale en a parlé à cette tribune. C'était un jour important. Quelle est votre lecture de ce qu'il a pu dire? Le président de l'Assemblée nous a habitués à une instabilité de ses propos. Et je vous rappelle par exemple la question liée au vote de l'interruption volontaire de la grossesse. C'est lui-même volontairement qui avait publié que lui ne voterait pas pour cette loi-là. Et quelques jours après, nous avons vu les résultats. Je suppose peut-être qu'il n'a pas pris la mesure ou bien la portée de ses propos. Je ne sais pas, je ne saurais le dire. Parce que pour moi, c'est une révision dans le cas. Ce n'est pas que la révision n'est pas opportune, ou bien un certain nombre de choses. Il y a des choses que nous reprochons à la Constitution actuelle. Mais ce n'est pas le moment de réviser la Constitution. Vous savez, toute Constitution, toute révision que vous voulez vendre en réalité à la fin d'un mandat, à la fin d'un régime, ça porte des germes. Toutes les suspicions sont au rendez-vous. Bon, il reste encore quelques années et on n'est pas encore à la toute fin. Non, il reste 2 ans, 9 mois. Oui. 2 ans, 8 mois pour être plus précis. Donc, pour moi, ce n'est pas le moment. Est-ce que le Bénin va mourir? Est-ce que le Bénin va tomber en faillite? Est-ce que les Béninois vont mourir si nous attendons le lendemain d'avril ou bien de mai prochain, de mai de 26 pour voter? Parce que de 2020, je pense que 2020, ils ont révisé, ou bien 2019, ils ont révisé. 2019 aujourd'hui, personne n'est mort. Alors, qu'est-ce qu'ils pressent? Qu'est-ce qu'ils urgent? Ils ont eu la latitude, quand ils avaient la majorité, de réviser 2 fois. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est eux-mêmes qui l'ont fait quand tous les Béninois dormaient. Et c'est lui, le même président, qui est toujours là. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas pris le temps? Ou quelques jours après, on veut encore réviser la Constitution. Qu'est-ce qui presse tant? Non, je pense que... je voulais mettre, je l'ai dit la dernière fois, peut-être que je les titille un peu pour qu'ils puissent faire ce qu'on attend d'eux. Les députés, les 28 députés glanés et d'autres attribués aux démocrates, je pense qu'ils ont une autre responsabilité. J'ai dit le dimanche dernier qu'ils ont 2 possibilités. S'ils restent soudés, ils ont la possibilité d'empêcher la révision de la Constitution. Et deuxième chose, c'est les 2 choses qu'ils peuvent faire. Ils ont la possibilité d'animer, de demander des comptes au gouvernement, donc l'animation, le contrôle de l'action gouvernementale. C'est les 2 choses qu'ils peuvent faire. Le reste, ils ne peuvent rien faire. Mais si la révision de la Constitution suit 2 étapes, la première étape, il faut 3/4 au gouvernement, à la majorité présidentielle, ceux qui veulent, pour pouvoir dire oui, nous révisons ou non. Et 4/5 pour pouvoir réviser ou adopter le texte ou non. Pour avoir les 3/4, il faut un seul député au président de la République pour avoir la majorité pour dire oui. Un député des démocrates. Des démocrates. Alors, ils n'ont qu'à nous montrer qu'en réalité, qu'ils sont vraiment des élus du peuple. Parce que les gens ont voté démocrate pas parce qu'ils avaient un meilleur projet. Les gens ont voté démocrate parce que c'est pas parce qu'ils avaient les meilleurs députés sur les listes.
Ce n'est pas parce qu'ils avaient les meilleures offres politiques. Non, on a voté pour deux choses. Les Béninois ont voté démocrate massivement, ça il faut l'avouer, même si au finish ils ont eu le résultat là. C'est que on voulait lancer un message au gouvernement pour dire non, réajustez vos manières de faire. Revoyez votre politique. Et deuxième chose, nous voudrions un équilibre à l'Assemblée nationale. Parce que c'est des députés. On les a traités tout le temps de godillots, mais s'ils ont refusé, on a vu tout ce qu'ils ont fait. Toutes les lois ont été votées comme ça, toutes les mains levées. Aujourd'hui, où on les a permis la dernière fois de voter, par exemple, au vote secret, par exemple, vous avez vu les voix, même pour les démocrates, on a vu des gens qui, de l'autre côté, qui ont voté pour les démocrates. Et je voudrais encourager le président à permettre à ce que les gens votent les votes secrets pour toutes les lois à venir. Parce que leur règlement intérieur le permet. Deuxième chose, si un député, parce que s'ils arrivent, on arrive à acheter un seul député, ça veut dire qu'on peut enclencher le procédé de la révision de la Constitution. Peut-être que le député il y a des députés qui l'ont dit, qu'il y a des mallettes, paix à son âme. Maman Rosine Soglo, oui, qui avait dit qu'il y avait des mallettes. Vous parlez d'un autre temps. Non, attends, c'est la même personne. Prêtez quand même la bonne foi aux députés. Je les mets devant le peuple béninois. Si que vous avez choisi les 28 députés, ils ont la possibilité aujourd'hui de dire non à cette révision, quelle que soit la forme. Si les 28 restent ensemble, ça veut dire qu'on peut empêcher la révision de la Constitution. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on peut reprocher, mais si on ne révise pas avant 2026, personne ne mourra. Et nous pouvons toujours faire des élections libres, transparentes, si nous sortons. Mais déjà, sur cette question, le jour où nous avons promené nos micros, les quelques députés démocrates qu'on a eu à écouter, qui ont bien voulu se prononcer, dans l'absolu, ne se sont pas montrés fermés à une révision. Ils attendent juste d'en savoir un peu plus sur le contenu. Je les mets au défi. C'est une boîte de Pandore. Parce qu'ils n'ont pas la majorité. Et quand l'argent circule à un moment donné où vous savez, les députés, on a des gens qui sont... Pourquoi pensez-vous que ces députés... Non mais attendez, pourquoi pensez-vous, même si ça a pu exister par le passé, pourquoi pensez-vous que ces 28 députés, les démocrates, sont achetables? Si on a acheté tant d'années par le passé pour des choses qu'on a vues. Donc vous faites très peu cas de leur force de conviction. C'est-à-dire que vous dites, comme un peu les responsables du parti, parce qu'en début, quand ils ont été élus, on leur a demandé de signer des engagements. Ça veut dire que, comme les responsables du parti, vous doutez quelque peu de leur force de conviction. J'ai écouté quand même le président Éric Rouleté qui disait que lui ne va pas faire foi aux paroles d'un discours. Donc, il veut voir que les choses soient concrètes avant de se... Voilà, donc dans l'absolu... Pour moi, tout ce qu'on commence pas à agiter dans le système politique au Bénin commence pas à se réaliser. Et donc, du coup, quand les rumeurs commencent pas à circuler, il faut y prêter fond. Je suis sincère. Et du coup, quand les gens commençaient pas à agiter ça, lors d'un discours officiel où toutes les autorités, la diplomatie est là, et vous dites que vous voulez réviser la Constitution, ça veut dire qu'ils ont déjà le document après. Non, regardez comment ils fonctionnent. Ils ont déjà le document après, ils veulent maintenant le moment, le timing, acheter. Peuvent acheter. Et ils vont acheter. Vous allez voir. Je les mets au défi. Systématiquement, ils ne peuvent pas convaincre dans l'absolu, ils ne peuvent qu'acheter. Est-ce que c'est pas trop simple? C'est pas trop facile. Là, je vais vous expliquer. Oui. Mes propos choquent souvent. Le peuple béninois aujourd'hui opposant. Il faut avoir le courage de le dire. Oui, bon, ça c'est votre lecture. Parce que, non, la fin des régimes ont été toujours comme ça. Oui, ce qui se traduit à l'Assemblée nationale ne démontre pas que les Béninois sont opposants. C'est votre opinion. Parce la majorité, il y a une majorité claire pour le vous savez, je ne veux pas revenir sur le nombre de députés que l'opposition a eu aujourd'hui et que nous, on nous a empêchés d'aller aux élections, par exemple. Donc, du coup... Je ne veux pas y revenir. Non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, pour moi, ce n'est pas... Près des 2/3 des Béninois ne sont pas sortis pour voter. Et quand je dis le peuple béninois opposant, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec ces politiciens. Près des 2/3 des Béninois ne sont pas sortis pour aller voter. Mais c'est un signal fort dont il faut tenir compte. Que ce soit ceux qui se disent, je pèse un mot, ceux qui disent opposition aujourd'hui et ceux qui sont de la mouvance qu'on connaît. Et là encore, ceux qui se disent de la mouvance, attendez que le régime change aujourd'hui, ils vont faire tous vérifier comme ça. On a vu tous ceux qui sont là aujourd'hui avec le président Talon, ils étaient tous avec Yahi hier. On est d'accord. Après, nous, c'est nous, bien, comment ils appellent. Vous savez, parfois j'ai l'habitude de dire, à qui voulez-vous que la jeunesse s'identifie? Qu'on se fie à ces gens-là? Que l'autre traite de bouffon de fonds publics? Non, je pense en réalité qu'on a besoin d'un nouveau type
de politiciens. Et c'est à ça, c'est peut-être c'est pour ça que notre discours ne porte pas. Parce que ça là, on n'achète pas ça. Ça, c'est des gens de conviction, c'est des patriotes. Vous savez, regardez ce qui s'est passé la dernière fois au Sénégal. Où une décision de justice, où le peuple n'est pas d'accord. Bon, on a dit... Le peuple non, a... Non, c'est eux qui ont réagi. On a dit par exemple... Le Sénégal n'est pas sorti pour son coup. Que le monsieur va payer 200 millions parce qu'on se dit qu'il n'aurait pas trouvé ses sous pour payer. Et en 24 heures, ils ont payé 500, ils ont compté 500 millions pour le monsieur. C'est une expression de mécontentement par rapport à quelque chose qui ne va pas. Mais le peuple béninois est un peuple silencieux, un peuple qui se résigne dans le silence dont il faut se méfier. Parce que quand ils vont sortir pour agir, c'est pas pour casser, non, hein, c'est dit, quand ils vont passer à l'acte, le président, le professeur paix à son âme, je dirais, dit que le pouvoir appartient au peuple. Et quand il sera fatigué, là, s'arrêter de ses gouvernants, il pourra utiliser toutes les voies républicaines arrêtées pour reprendre son pouvoir et remettre à qui de droit, à qui veut. Et pour moi, la forme, la manière, le temps, c'est le temps qui décidera ça. Pour moi, je suis confiant qu'en réalité, que notre discours portera un jour. Que ceux qui sont de la mouvance, ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui, ces gens qui ne sont pas des référentiels pour nous. Mais vous êtes de l'opposition? Non, je n'ai jamais fait la déclaration d'une mouvance, d'une opposition. Parce que pour nous, c'est des gens qui sont nés de la même rivière. Et ils retournent toujours à la source de leur naissance. Vous avez vu lors des élections passées, ceux qui se disent opposition, opposition, opposition. Vous avez vu, ils sont tous revenus à la mouvance. Moi, je pense en réalité que je n'ai pas encore trouvé mon idée. Ils sont des individualités que j'apprécie beaucoup, mais qui ne sont pas suffisants en réalité pour dire voilà un acteur politique que je voudrais ressembler. Quand vous prenez un jeune aujourd'hui qui veut s'engager en politique, vous lui dites qui vous inspire. Il va chercher. Demandez au Ghana, demandez aux États-Unis, demandez peut-être à des endroits donné, les gens vont vous dire il y a tel politicien. L'Afrique du Sud, il y a des gens qui vous inspirent. Vous comprenez? Mais qui nous inspire politiquement aujourd'hui au Bénin? Je dis qu'ils sont des individualités. Je parle de Ouadagni, lui, c'est incompétent. Je parle de ABT, c'est un monsieur compétent, il faut l'avouer. Je parle du président Talon, mais c'est un monsieur courageux. Ils ont des individualités, mais ce n'est pas suffisant pour un homme politique. Le président Yahi, vous savez, lui, il laisse les choses, on gère comme à la manière, il a un petit cœur, bon, il est plus humain. Donc, vous comprenez, ils ont des individualités, mais ce n'est pas suffisant pour un homme de politique. Je pense qu'il faut des patriotes. Donc ces parcours-là, ces individus ne sont pas, vous avez cité le président Talon, Abdoulaye Biachane, Ouadagni, ne sont pas suffisants pour inspirer un jeune aujourd'hui. Non, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Oui. Regardez par exemple Obama, c'est un ensemble de tout. Vous comprenez? Regardez Nelson Mandela. Vous savez, vous voyez, Angela, on peut lui reprendre Angela Merkel, vous avez vu à sa sortie des Allemands, c'est le leadership, c'est le patriotisme. Il faut avoir du cœur, c'est un ensemble de choses, vous comprenez? Mais tous ces gens-là, ils ont des choses qui restent, peut-être, voilà, lui, il a encore le temps pour nous prouver d'autres dimensions qu'on ne lui connaît pas encore. Sinon, les autres, ils ont déjà eu le temps de pouvoir prouver tout ce qu'ils peuvent prouver. Mais vous pensez que je voudrais les ressembler entièrement? Je ne voudrais pas. Mais je vais prendre que certaines choses, le président Talon, j'aime bien son courage. Mais il y a beaucoup de choses que je ne voudrais pas avoir comme caractéristique chez lui. C'est un capitaliste. Et regardez, bon, bref, je pense en réalité qu'il faut réinventer de nouveaux hommes politiques. Et quand vous voyez 2/3 d'un peuple en âge de voter qui se résigne, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé le type de politicien dont ils veulent. Voilà. C'est le plus important et c'est ça, à ça nous travaillons. Notre voix ne porte pas encore assez, mais nous n'allons pas nous lasser d'en parler, de titiller les esprits pour que les gens puissent comprendre en réalité qu'il faut des patriotes. Parce que tout développement qui n'a pas un visage humain est voué à l'échec. Voilà, donc du coup, donc pour moi, globalement, oui, la question de l'Assemblée, le discours, on a entendu un discours auquel on est déjà habitué. Voilà. Quelque chose dont on n'est pas sûr, dont on n'est pas convaincu, voilà, et qu'on agite pour qu'on parle un peu de vous, parce qu'il en a déjà parlé une fois. Mais en tout état de cause, ce n'est pas le moment de réviser notre constitution. Parce que depuis 2019, on a fait déjà 2 élections, même si ces élections sont entachées de tel quoi et quoi. Vous savez, Jean-Baptiste a proposé quelque chose, le docteur Jean-Baptiste Elias. Il dit pour les élections, peu importe la liste, que la liste soit erronée ou pas, que chaque parti politique puisse avoir ses représentants au bureau de vote
qui puisse avoir les résultats de chaque bureau de vote, qui puisse avoir le procès verbal signé de tous. Mais ça, c'est la capacité des partis à pouvoir déployer des gens. Non, la question. Quand la Sénat dit, par exemple, quand la Sénat dit qu'ils reconnaissent n'avoir pas donné parce qu'ils n'ont pas imprimé le nombre, vous savez qu'il y avait 7 partis politiques en liste, que la Cour constitutionnelle doit avoir un dossier, que le ministère de l'Intérieur ou bien la Sénat doit avoir, les suites doivent avoir. Le FEIE doit avoir convoqué le même pour que chaque parti puisse l'avoir. Mais on a l'impression peut-être que c'est le deal que les démocrates ont fait. C'est une manière, je réfléchis à haute voix, pour pouvoir se contenter de ce qu'on va leur donner à un moment donné. Que vous dites, même là aussi, c'est pas un procès d'intention par rapport aux démocrates. En fait, vous semblez minimiser quelque peu. Qu'est-ce que un parti politique qui se dit le plus grand parti politique de l'opposition et qui va aux élections et qui n'a pas pu tempêter au poste de vote. D'autres partis politiques l'ont eu, eux, ils n'ont pas eu le procès verbal. Et c'est parce que c'est la question que la Cour constitutionnelle leur a posée. Et ils demandent en réalité qu'on leur donne ça. Vous, le parti politique démocrate, avec tout ce qu'ils ont dit, tout le muscle qu'ils nous ont montré, et qui n'ont pas été en mesure de tempêter, d'avoir le truc là, mais ça veut dire que ce n'est pas encore ça. Ça veut dire que aussi, quand les 2 tiers ne sont pas, ça veut dire qu'ils n'expriment pas encore ce que nous voulons. Nous allons y travailler, nous y travaillons nous autres. Peut-être nous allons porter, convaincre en réalité les Béninois pour qu'ils puissent nous rejoindre ensemble, parce que ce n'est pas que c'est pas moi, c'est que nos problèmes ne sont pas leurs problèmes. C'est des gens qui sont des... Vous savez, Alain Foucault, parce qu'il y a des gens que je suis et que j'approuve, il dit que la jeunesse doit cesser de laisser cette activité, pas de la politique, à ces vieux qui ne sont pas des patriotes, qui ont leur avenir derrière eux, alors que nous sommes l'avenir. Oui, et pour moi, les jeunes dont on parle au Bénin ici, quand vous parlez de jeunes politiques qui se rentrent en politique, posez-leur la question, c'est quoi votre boulot? Oui, d'accord, j'en conviens. Mais un jeune qui ne travaille pas, qui rentre dans la politique, qui dit je suis opérateur économique, et qui rase les murs pour avoir les marchés plus que tu fais de l'argent. Non, j'appelle ça des démarcheurs politiques. Et du coup, c'est de ça. D'accord, oui. En même temps, quelqu'un qui a une fonction, qui a un emploi, qui n'est pas rémunéré des masses, on peut se poser la question également avec quel denier il arrive à mobiliser. Vous, par exemple, vous êtes un cadre. Avec quel denier vous arrivez à mobiliser à vos activités? C'est pour ça que... Non, on peut poser la même question. Avec la plus grande transparence. Avec plaisir. Vous savez, peut-être si nous ne sommes pas trop connus. La dernière fois, il était sur une émission, on appelait les gens, on dit, ah bon, c'est nous, on ne vous connaît pas. Les gens ne nous connaissent pas assez parce que nous n'avons pas ces masses d'argent pour communiquer. Vous savez, je vous félicite au passage, parce que pour venir ici, je ne paye pas. Vous comprenez? Il y a des endroits... Ici, personne ne paye. Oui, absolument. Il y a des endroits... Et je vous félicite et je vous encourage très fortement et je voudrais inviter les gouverneurs à soutenir des presses qui s'engagent dans ce schéma. Et quand nous n'avons pas de petites occasions de le faire, c'est difficile pour nous en réalité de nous faire entendre. Que notre discours puisse porter, aller au plus profond en réalité des Béninois, des contrées. Et nous n'avons pas les moyens que ces gens-là aujourd'hui. Et vous avez, c'est ça qui constitue notre limite aujourd'hui. Nous avons demandé des cotisations pour pouvoir payer la caution récemment. Vous comprenez ça? C'est pas facile pour nous. J'ai pas idée. Je connais des gens qui ont contracté des prêts parce que les candidats, on a dit, vous, candidats, vous devez faire telle chose. Si nous n'allons pas aux élections, on vous retourne vos sous. Vous comprenez ça? Donc, c'était pas du tout facile pour nous. Vous avez vu d'autres qui ont dit qu'ils ont eu des partenaires. Il faut qu'ils nous disent qui sont ces partenaires parce que je pense qu'en juillet, ils doivent rendre compte. Et la Cour des comptes doit travailler là-dessus. Voilà, donc il faut qu'ils nous disent qui sont ces partenaires qui ont donné tant de millions pour qu'ils puissent le faire. Pour moi, l'argent constitue de nos limites aujourd'hui. Et cette limite-là ne devait pas être arrêtée un frein pour nous. Parce que le jour du vote, un individu ne vote qu'une seule fois. Les sous que vous avez pris lors des élections passées, c'est encore dans vos poches? Non. Mais vous allez en souffrir encore pendant 3 ans. Parce que ces gens, leurs préoccupations, ce n'est pas vos problèmes. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc du coup, nous sommes limités. Mais puisque nous sommes les plus nombreux, 2 tiers des Béninois qui ne sont pas sortis, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent renverser la tendance. On n'a pas besoin de descendre dans les rues. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un, on n'a pas besoin de critiquer ou bien de dénigrer quelqu'un avant de pouvoir y parvenir. Oui, mais il y a une question qui me taraude. Le procès que vous faites à cette griffe vieille classe politique, quand même, il y a quand même un renouvellement. Depuis 2016, il y a beaucoup de jeunes qui sont apparus sur la scène politique. Le procès en manque de patriotisme et tout ça. Nous les jeunes, on est patriotes, eux ils ne le sont pas, est-ce que c'est pas aussi un peu trop facile? C'est-à-dire que la jeunesse serait parée de toutes les vertus et puis bon, les autres qui sont là sont
voilà. Ce que je dis, peut-être que vous vous intéressez un peu soit à mes propos, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une démarche de auto-toi que je m'y mette, ni que nous sommes pas... Non, attention, les jeunes sont aujourd'hui plus formés que nos doyens. Mais il faut avoir le courage de le dire. Formés en termes de diplôme, vous voulez dire? En termes de... Non, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? C'est aussi des diplômes aussi, on est d'accord. Oui. C'est la présomption arrêtée de connaissances. Oui. On est d'accord. Heureusement que c'est une présomption. Oui, laissez-leur l'opportunité de s'exprimer. Dites-moi, avant 2016, qui connaissait sous la dame ministre de l'économie numérique? Personne ne le connaissait. Oui. Mais c'est une dame, elle a révolutionné pas mal de choses. Je la félicite au passage. Il faut l'avoir le courage de dire. Donc il y a un renouvellement quand même, comme on le dit. À quel pourcentage? Regardez le gouvernement. Combien ont moins de 40 ans dans le gouvernement? Combien ont moins de 40 ans? Mais quand 80% des Béninois ont moins de 40 ans, mais ça me pose un problème de représentativité. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La majorité est là. Ils sont bien formés, je suppose. Laissez-leur l'opportunité de s'exprimer. Alors que vous ne créez même pas d'emploi. Vous ne les créez pas d'emploi. Vous savez, il y a une politique, j'ai dit, il y a des choses que je n'accepte pas. Ce n'est pas que je suis d'accord avec le président Diafon ou bien l'ancien candidat Diafon, par exemple. Mais dans un pays où quelqu'un contribue, parce que c'est le pays à démontrer, au PIB, le PIB, c'est la richesse annuelle du pays. Lui seul contribue à 10%, même si éventuellement il était fautif. Je ne dis pas qu'il faut traiter les Béninois indifféremment. Vous savez, le Nigeria, nous devons aller à l'école de Nigeria. Le président et lui n'a même pas prêté fonction. Il allait rencontrer les opérateurs économiques. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Ça veut dire que c'est des Nigériens privilégiés. C'est des Nigériens à qui il faut accorder des facilités. Peut-être ce n'est pas le jour où je suppose que on a attrapé avec drogue, c'est ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas ce jour qu'on a commencé par constater le truc. Attention, vous comprenez, je ne sais pas. Il y a des mécanismes. Ces gens qu'il faut traiter avec... Regardez les opérateurs économiques qui avaient... Je vous fais une confidence. En 2015, le ministre de Sousa, quand le Bénin voulait aller à la table ronde de Paris, a rencontré le secteur privé béninois. Pour dire, voilà les projets pour lesquels nous voulons aller en France pour pouvoir mobiliser les ressources. Vous avez la réponse que les gens lui ont dit, lui ont servi. C'est pour ça. C'est pour ça que vous voulez aller en France. Je connais des gens aujourd'hui qui ne sont plus au Bénin, qui s'appellent, qui ont dit, créez-nous telle facilité, nous allons financer tout ça. Ça veut dire que nous devons pouvoir privilégier quelques investisseurs béninois, quelques entreprises béninoises pour pouvoir les maintenir ici, pour qu'ils puissent devenir plus riches et créer de l'emploi. Regardez, quelqu'un qui crée 10% de la richesse du pays, regardez combien de Béninois il emploie. Privilégiez-le. Vous ne créez pas des emplois pour que les jeunes formés puissent s'exprimer. Vous en supprimez, ça me pose un problème. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est les aspects sur lesquels moi je ne suis pas d'accord. C'est vrai que tout n'est pas rose, tout n'est pas aussi mauvais non plus. Il y a eu, avant par exemple, je vais vous donner des exemples. Pour faire son casier judiciaire, pour avoir son acte de naissance, vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir aujourd'hui. C'est des trucs sur lesquels il faut plus revenir en arrière. Il faut féliciter, encourager, démultiplier ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, il faut des patriotes, des gens qui aiment ce pays, qui, quand vous êtes patriote, vous détournez moins. Mais vous détournez quand même, c'est ça? Non, je ne sais pas. Parce que la corruption ne peut jamais être à zéro dans un pays. Je ne sais pas s'il y en a un pays. Quand vous fouillez au fond, il y en a toujours. C'est pour ça qu'ils détournent moins. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, il faut arrêter de créer de nouveaux types d'hommes politiques. Et que ça existe. Le besoin est là. Que soit le mouvement de l'opposition va aux élections et 2/3 des Béninois ne sortent pas. Non, Etiko. C'est leur slogan, je ne sais pas, vous savez. Pour finir sur cette séquence de l'Assemblée nationale, donc, à vous écouter, vous n'avez aucune espérance en cette législature. Il y a quand même des enjeux. Je porte un vœu qu'on ne révise pas la constitution, notre constitution actuelle. Pas parce qu'elle n'est pas faite, pas parce que nous sommes d'accord avec tout ce qui est là, mais les conditions ne sont pas réunies pour sa révision de la constitution. On est d'accord. Vous savez, depuis un certain temps, il y a des gens il y a le maître Migan, j'attends la révision de la Cour, qu'il faut sévèrement punir. Dans des pays sérieux, ces gens doivent aller faire la prison. Je suis sincère. Parce que c'est des propos qui sont contre la Constitution. La Constitution dit actuellement que personne ne peut être président plus de 2 fois dans sa vie. Et lui fait appel à ce que quelqu'un viole cette Constitution. Il a nuancé après. Il a nuancé quelle que soit la forme, il veut que le président Talon fasse un 3e mandat.
C'est ça, non? Oui. Vous êtes d'accord? C'est- Quelle que soit la forme. Mais ils violent la Constitution. Et si on laisse la voix des gens, je le vois souvent sur vos plateaux ici, si on laisse la parole à ces gens de personnes, quelle éducation il veut donner à nos juges? Il faut envoyer Il a tempéré Non, j'attends la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à ça. son propos depuis. Oui, c'est déjà dire que 2026, de toute façon, est dans toutes les têtes. Le président m'a dit qu'il n'en veut pas. Oui, Donc, vous savez, l'homme est changeant, vous comprenez ça? Quand vous commencez par la petite voix qui commence par sonner dans sa tête. En 2015, qui pouvait savoir que le président Talon pouvait, le professeur Olo l'a dit. On ne dira pas que le président Talon, son mandat est un mandat d'échec, du tout pas. Il faut avoir le courage de le dire. Et du coup, qui en 2015 savait qu'il pouvait faire ce qu'il a pu faire? Même s'il y a des choses où nous ne sommes pas d'accord avec. Alors laissez d'autres Béninois s'exprimer, il y en a. Pourquoi pas vous? Vous n'avez 40 ans? Non, je ne sais pas. Si vous avez des ambitions, laissez d'autres Béninois s'exprimer. Pour moi, en réalité, notre père fondateur de nos démocraties ont limité depuis 90 le mandat à 2. Contentons-nous-en, évoluons. Et si on doit réviser une constitution, au lendemain des élections présidentielles de 2026, nous allons nous asseoir pour réviser la constitution. Voilà, là, en parlant de Maître Migan, on peut déjà parler de ces supputations-là qui s'agitent. En tout cas, de toute façon, comme je le disais à l'instant, 2026 est déjà dans toutes les têtes, même si oui, les responsables politiques, c'est demain. Voilà, les responsables politiques disent le contraire. Comment vous voyez on va dire, je ne dirais pas ces agitations, en tout cas, ce qui transparaît ici et là, toutes les supputations qui naissent déjà. C'est vrai, au plus on va s'approcher de l'échéance, plus ça va se faire plus nous avons 2 rendez-vous en 2026. Oui. Nous avons les élections législatives et communales qui sont couplées, donc on va renouveler nos maires, on va renouveler notre Parlement. Et en 2026 également, nous allons changer de régime, nous allons avoir un nouveau président de la République. C'est vrai, il y a des noms. Nous n'avons pas de députés aujourd'hui, nous n'avons pas encore des ambitions à l'interne pour dire que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des parrains tout de suite si nous savons tout ce qui s'est passé par rapport. Donc nous n'avons pas à l'interne des ambitions pour l'heure. Mais il y a des noms qui s'agitent. Moi, je ne fais pas de fine bouche. Il y a le nom de Richard Boniworou, il y a le nom de Éric Bouleté. Oui, ça, j'avais pas. Ah oui, c'est des noms qui s'agitent. Il y a le nom de Wadani, il y a le nom de Boko Olivier et qui d'autres que j'en sais. Le nom de Dagnon, un monsieur qu'on ne voit pas souvent, donc du coup, qui est aussi Boko Olivier qu'on ne voit pas, mais qu'on entend beaucoup plus parler. Dans un premier temps, c'est des Béninois et qui ont rempli les conditions, certainement, je suppose, et qui, s'ils veulent, ils ont le droit. S'ils peuvent avoir le parrainage, donc ils peuvent être candidats. Être candidat ne veut pas dire qu'on est élu. Être candidat ne veut pas dire qu'on est directement celui qu'on doit décider. Mais la question, c'est quoi? Qui le président va doiter? C'est la question. Regardez depuis Kédeko ou bien les autres là, un président a doité quelqu'un une fois. Vous verrez la même chose, il ne va pas doiter. Il va y travailler pour voir. La plus forte raison, on parlait beaucoup plus de procès Diogbono aujourd'hui, bon, on n'entend plus parler trop de lui. C'est pour ça. Vous avez regardé également 2015, 2014, 2013, 2014. On entendait parler tellement de Mian. Vous vous rappelez? Mais au finish, il n'a même pas pu être candidat. Il s'est résigné. Donc, pour moi, c'est normal. C'est chose normale que les gens puissent s'agiter. Mais au fond, moi, je rêve parce que la politique aujourd'hui tourne autour de 2 personnes. Tourne autour du président Talon et du président Yahi, malheureusement. La plus forte raison, et le président Éric Bouleté a dit, voilà vos députés. Je ne suis pas d'accord avec lui, je lui ai fait savoir plusieurs fois. Le fruit de vos efforts, non, ce n'est pas des députés du président Yahi, non, c'est des députés d'élus du peuple. Vous n'êtes pas député même si on dit les députés du président Talon, non, c'est pas bien. Et ils ont donné tout, ils ont tout fait pour qu'on puisse dire qu'effectivement, ce sont ces députés. Aujourd'hui, je rêve en réalité des candidatures qui réunissent ces 2 camps. Je vous lance un cliché par exemple. C'est vrai que c'est biaisé, hein, ça a beaucoup de... Imaginez par exemple un certain Wadaï, un certain Joël, là, ils vont un couple comme ça. Ça apaise les 2 camps par a priori. Ou bien Rekia, ou bien Orouz. Vous comprenez ça? Des duos comme ça apaisent en réalité totalement la question de clivage. Parce que tout nous, on a l'impression que même quand vous allez regardez, observez la campagne qu'ils ont eu à faire. Quand je vais au terrain, nous sommes de camp de Talon, vous comprenez? Tout tourne autour du président Talon, c'est que le off politique, c'est le président Talon. De l'autre côté également, nous sommes de Yahi. Je sais ce que M. Paul Mompé dit, c'est à cause de Yahi que nous n'avons pas gagné les élections. Vous voyez, il a dit qu'il est rentré sur le terrain, donc les gens, on a l'impression, mais c'est des 2 individus. Pour moi,
dans 2 ans, 8 mois ou bien 10 mois, au plus, ces 2 anciens présidents avaient de grandes expériences que nous pouvons aller consulter de temps en temps. La vie de 12 millions de Béninois ne doit pas tourner autour de ça. Et pour moi, il faut, dans le choix prochain, il faut qu'on ait le courage, les politiciens, nous ayons le courage. Si par exemple la loi d'amnistie aboutit, par exemple, et Joël sort, Joël la évoque, et qu'il arrive à faire, on me dira que ce n'est pas un duo nord-sud, c'est des Béninois. Ça veut dire que le président Talon peut trouver son compte dans Wadaï, par exemple, et Wadaï, ce n'est pas la première fois. Vous avez un scoop qu'on n'a pas? Non, du tout pas. J'ai dit Richard Boni-Oro tout à l'heure. J'aime parler d'Éric Bouneté, par exemple. Vous comprenez? Regardez ce duo, ce duo. Moi, je dis, c'est des jeunes. D'abord, c'est des jeunes qui ont des carnets d'adresse non négligeables, qui ont prouvé ce qu'ils savent faire. Il faut avoir le courage de le dire. Joël Aïvo, qui ne l'apprécie pas ici, il est une fierté internationale. S'il sortait, parce que les députés viennent d'engager ça, si Joël, par exemple, sortait par exemple, de la prison, il s'entendait avec Wadaï, ou bien il s'entendait avec qui? De la mouvance Dayon, je ne sais pas, c'est une manière de parler. Ça pourrait permettre en réalité d'apaiser les tours quand le Bénin puisse aller au-delà. Parce que, ce qu'on oublie, ce peuple béninois a une mémoire très courte. Le peuple béninois a une mémoire très courte. Rappelez-vous 2016. Je pense que c'était en février, on a fait les élections, ou bien mars. Tout ce qu'on criait par rapport au régime de Yahi. Et tous ces gens-là se réunissent quelque part. Vous voulez tout faire pour les faire revenir? Non, prenez ce qu'il y a à bon de chez eux. Également, de ce côté, prenez ce qu'il y a à bon. On peut aller au-delà de ça. Nous sommes favorables à de pareilles propositions. Quand Richard Boni-Oro, peut-être qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, vous comprenez ça? À part opiner, sans changement de valeur, à part opiner. Bon, voilà, on ne l'a pas vu. On le voit plus sociable, social sur le temps. C'est ainsi. C'est dire de quelque chose, on est d'accord. Ces gens qui ont déjà la volonté qui s'engagent aujourd'hui. Éric Bouneté n'a pas encore dit qu'il va être candidat, mais on a vu toutes ses ambitions passer. C'est vrai que lui aussi, il n'a pas encore géré quelque chose. On ne l'a jamais vu gérer quelque chose. Mais les deux autres, même si l'autre, c'est la faculté, c'est des réfléchons qu'il a menées. Oui, Éric Bouneté, on l'a vu à l'Assemblée nationale, mais des combats intenses, c'est pas n'importe qui. Oui, ça. Non, mais gérer quelque chose, vous comprenez ça? Oui, d'accord. Voilà, vous comprenez ça. L'autre, on va dire que c'est la faculté de droit qu'il a géré, mais c'est un gars quand même d'un parcours non négligeable aujourd'hui. Vous comprenez ça. Le tout ne suffit pas d'être député ou président, vice-président. Vous comprenez? Donc, qu'on veuille ou pas, qu'est-ce que je veux dire par là? Je prie le bon Dieu parce que je l'ai réclamé. J'ai mis la pression démocrate sur des émissions pour dire la première action que le peuple attend de vous, c'est la loi d'amnistie. Maladroitement ou bien adroitement, je ne sais pas s'ils ont fait des consultations les plus larges possibles de la mouvance des têtes couronnées avant d'introduire une telle loi. Si cette loi aboutissait, par exemple, Joël sort et qui sort, par exemple, et que, par exemple, des ambitions s'agissent dans le camp de la mouvance, on peut réconcilier Talon et Yahi, les présidents Talon et le président Yahi, pour prendre un candidat comme ça. Et on peut faire un chaos. Permettez-moi ça. Et nous allons repartir de nouvelles bases. Et là, nous allons prendre un nouveau départ. On a fait une rupture, mais on n'a pas fait le nouveau départ. On peut prendre un nouveau départ. Parce que tout ce qui s'est passé sous le régime Talon n'est pas mauvais, qu'il faut capitaliser. Tout ce qui, c'est le camp de Yahi réclame aujourd'hui n'est pas aussi mauvais. Il faut en prendre compte. Ne donnez pas le pouvoir à un seul camp. Ça, ce que nous dénonçons aujourd'hui va toujours continuer. Il faut qu'on aille au-delà de ça. On verra bien, C'est des réflexions qui nous viennent à l'idée. Et pour l'instant, on n'a aucun contact par rapport à ça. Voilà. Plus fort raison, Joël, il n'est plus accessible aujourd'hui, on ne peut plus rendre visite. Donc du coup, je ne l'ai jamais rencontré d'ailleurs, non plus Wadaï. Vous avez essayé? Non. Écoutez, vous voyez, il y a eu des députés récemment qui ont voulu aller rencontrer. Non, vous êtes responsable d'un parti. Non, j'en ai rencontré quelques-uns d'entre eux qui ont dit on nous a refusé, on n'a pas eu assez. Et on n'a pas confirmé, on a dit qu'il faut écrire, qu'il faut faire certaines choses. C'est pour ça que je profite de ces genres de plateaux et pour lancer ces choses, que ce soit aux députés de la mouvance de l'opposition. S'ils veulent nous montrer qu'ils n'ont pas été des députés de Godio, ils n'ont qu'à voter cette loi d'amnistie. Ils peuvent revoir des choses. Parce que pour moi, il ne faut pas verser également dans l'impunité. Si des gens ont commis des choses, il faut analyser pour voir ce qu'il faut. Que les Béninois qui sont de la diaspora, qui sont contraints d'aller à l'exil et qui contribuent en réalité à la création de la richesse,
entre pays. Que nos frères qui sont à la prison, d'autres sont aujourd'hui en prison, d'autres qui ne sont pas jugés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi on les a incarcérés, ce n'est pas encore justifié, des arrêts durant. Sortez-les pour que nous puissions repartir et faire vraiment le nouveau départ. Voilà, on va parler de votre parti, mais avant, juste, vous êtes un président de parti, juste votre opinion là-dessus, parce que c'est brillant, c'est une question brillante, c'est cette chasse tout azimut que le gouvernement fait à la cybercriminalité. Hier, il y avait un grand format sur la question qu'on avait tous suivi. J'ai souvenance que le procureur spécial de la Criette a estimé environ à 1000, un peu plus de 1000 personnes, en tout cas, ceux qui sont autant ceux qui sont condamnés et ceux qui sont en instance de condamnation de jugement dans nos prisons aujourd'hui concernant la cybercriminalité. En tant que responsable de parti, donc vous avez eu certainement une opinion là-dessus. Ça touche directement à la jeunesse. Comment vous voyez cette équation et cette lutte que le gouvernement va dire implacable parce que les moyens déployés sont conséquents? Je vais caricaturer l'histoire pour dire que c'est des jeunes d'esprit faible qui sont victimes d'un système politique. Oui, c'est à cause de la politique qu'ils en ont. Oui, je viens. C'est-à-dire que c'est des jeunes d'esprit faible qui sont victimes d'un système politique. Vous voyez, personne ne veut être voleur. Soit vous avez un esprit faible et vous vous retrouvez dans des situations données et vous passez. Alors, j'appelle des voleurs. En fait, quelle est l'issue qu'on donnait à la jeunesse avant qu'ils ne versent? Parce que c'est sous le régime Yahi que les gens ont commencé cette activité. Du moins, pour qu'on puisse commencer par entendre. Oui. C'est des jeunes qui sont décriés le jour, mais la nuit qui sont adulés. Ils sont les chefs de famille dans leur famille lors des réunions, parce que c'est eux qui ont l'argent dans la main. C'est des jeunes qui sont traités dans le noir comme des rois, mais à visage découvert qui sont décriés. Je pense que c'est une belle hypocrisie que nous devons avoir le courage d'y faire face. Je suis d'accord que le gouvernement puisse traquer avec les moyens les plus humains, parce qu'il ne faut pas humilier, il ne faut pas faire certaines choses. Il faut traquer et refuser ça. J'ai été victime de leur système une fois. Je vous donne un exemple. J'ai voulu acheter quelque chose, une lumière dont j'en avais besoin. Et j'ai fait le paiement en ligne. Et l'argent est passé, 350 et quelques mille. Et bien, ça retourne l'achat pour dire que l'origine de l'achat n'est pas sûre. J'ai pris des mois avant de prendre mon achat. Malheureusement, j'ai fait l'achat 2 fois. Donc ça fait près de 700 quelque chose de francs. Parce que ça veut dire que le Bénin n'était plus une destination sûre pour le service en ligne. Malheureusement pour nous, c'est des services aujourd'hui qui occupent plus de Béninois. Donc, en réalité, ce n'est plus le secteur de l'agriculture, c'est le secteur des services qui occupe plus de Béninois aujourd'hui. Près de 75, c'est un rapport de la Banque mondiale. Donc, pour moi, le fait de la cybercriminalité qu'on appelle Gaiman au Bénin aujourd'hui, qu'ils ont tellement d'expressions aujourd'hui, malheureusement, ça touche au plus profond ce secteur qui emploie beaucoup plus de Béninois. Donc, il faut finir avec. Alors, mais c'est des jeunes, je dis, qui sont victimes parce que c'est des jeunes, la plupart d'entre eux, mais ils sont très intelligents. Quand vous voyez les documentaires là-dessus, un jeune qui est capable de parler en étant en train de connaître une autre langue, qu'il n'a jamais appris. Il y a un élément d'une chaîne française, on a vu qu'ils utilisent aussi Google, des moyens de traduction. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, vous comprenez ça? Oui, mais vous pouvez le faire. On va pas. Je viens, tout comme ça, c'est des jeunes très intelligents. Oui. Qui, si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas arnaquer des gens comme ça. Je suis d'accord qu'on traque ces gens-là. Et de deux, qu'on traque les féticheurs, parce que par exemple, ils font des trafics, ils tuent des gens, des trucs comme ça. On traque les féticheurs parce que ce n'est pas des choses qu'il faut donner aux jeunes qui ne sont pas des initiés. C'est nos valeurs, c'est nos traditions qui servent à des choses d'autres manières données dans d'autres conditions, mais pas pour aller voler. Il faut traquer ces gens-là. Décourager complètement ces gens-là avec des moyens plus humains. Mais le plus important et le plus urgent pour moi, c'est ce qu'on en fait. Ce n'est pas la mort du pécheur. Et je suis curieux de constater que la dernière fois, qu'on a constaté que même si on les renvoie en prison, que l'activité continue en prison. Avec la complicité, on a raclé tout le monde. D'ailleurs, le chef de l'État a tapé du poing sur la table. On a tout suivi. Oui. Tout qu'on fait, c'est des petits génies qu'il faut maintenant utiliser. Qu'il faut, je ne vais pas dire laver le cerveau, mais je ne sais pas, qu'il faut reconvertir, qu'il faut des figures qui les accompagnent, mais les reconvertir à des choses qui leur permettent de gagner leur vie décemment.
C'est vrai, j'ai entendu le chef, le porte-parole du gouvernement qui les invite à aller, ils ne peuvent pas tous être des militaires. C'est des études déjà. Mais le plus important, comment ne pas initier des projets? Et même depuis la prison, ou bien des projets dans l'agriculture, dans la transformation du bois, dans la transformation des trucs comme ça, ou en tant que prisonniers en griffe, mais on les reconvertit avec des psychologues qui les accompagnent jusqu'à D'accord, oui, mais qu'à leur sortie, oui. qu'ils puissent en réalité devenir des citoyens. Parce que quand vous allez en prison, vous ressortez, même votre famille vous regarde autrement. D'accord, mais ça... C'est ce que quelqu'un cherche à vous donner de boulot. Oui. Donc quand vous les laissez comme ça, oui. en réalité, c'est une bombe concrète en réalité pour les générations futures. D'accord, mais cette question ne doit pas être seulement une question concernant les cybercriminels. C'est une question de politique carcérale, parce que tous ceux qui sont en prison également, pour ceux qui sont là pour meurtre, ceux qui sont là pour diverses agressions, doivent être aussi, parce que la prison, c'est une maison de correction, c'est ce qu'on dit. Donc en fait, en parlant de politique d'insertion et de formation, de réinsertion dans la société, ça devrait être une politique générale pour que ceux qui ressortent de prison puissent être utiles à la société. Donc, je peux vous rassurer qu'actuellement, je pense avec quelques projets des bailleurs, il y a eu des jeunes qui sont en prison, qui ont passé le bac, qui ont eu ça. Vous comprenez? Il y a des jeunes qui sont devenus des tisserands en prison, de certaines choses. Il faut démultiplier ces projets-là. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une cible précise, qui ont encore leur avenir devant eux. Si vous les laissez comme un prisonnier ordinaire, quand ils sortent, ils seront 10 fois plus dangereux que ceux qui sont aujourd'hui. C'est tout ce qu'on dit. Je pense que le gouvernement doit en faire une priorité pour élargir ces petites initiatives. S'ils étaient des élèves, s'ils étaient des étudiants, trouver le mécanisme qui puisse continuer, finir les formations. Maintenant, il faut une prise en charge psychologique. Parce que quelqu'un qui est habitué déjà, parce que quand vous savez, quand il rentre dans des bars, moi je ne suis pas un fréquent, je ne bois pas de l'alcool, mais c'est eux qui, les bonnes dames se plaignent que les bars, les trucs qu'elles ne vendent plus. Donc ça veut dire que c'est eux qui animaient les bars aujourd'hui. Un documentaire de France 24 qui a dit, c'est le bar, voilà aujourd'hui que ce n'est pas animé. Donc c'est eux qui alimentaient ces bars avant. Donc du coup, ceux qui étaient habitués à ce niveau de vie, à cette facilité de vie aujourd'hui, vous dites formation, seulement ils sortent. Non, c'est pour ça qu'il dit, si vous faites une formation, ils vont faire la formation, ils seront des brigands bien formés encore dans d'autres trucs là demain. Donc c'est pour ça qu'il dit, on doit recruter beaucoup de psychologues pour les accompagner, pour leur montrer en réalité le danger qu'ils constituent s'ils continuent de verser dans cette facilité demain. C'est très important. C'est des profils sur lesquels on n'y prête pas attention, mais souvent on a vraiment besoin dans le cas atypique. J'ai fait foi peut-être au président, peut-être de pouvoir initier ça rapidement, parce que s'il décide, s'il le veut, il le fait. Donc du coup, je pense en réalité qu'il active cette volonté avec ses équipes pour que rapidement ce soit plus vraiment opérationnel. Voilà, nous allons finir cet entretien en revenant maintenant sur votre parti. Cette séquence des législatives, finalement, vous n'y êtes pas allé. En début d'émission, vous le disiez, vous faites un peu comme tout le monde par le passé, un discours qu'on connaît, on vous aurait empêché d'y aller. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous avez eu le temps de faire le bilan, de situer les responsabilités et de vous... Le parti en est où exactement aujourd'hui? Vous savez, les miens et moi, nous avons fait un parcours très enrichissant. Un parcours, vous savez, quand j'étais devant la Cour constitutionnelle, des gens qui ont 20 ans, 30 ans de carrière devant eux, qui ont déjà beaucoup vu, j'en connais du président de la Cour constitutionnelle, du président de la Sénat, qui ont l'expérience des élections et qui devaient opiner sur une initiative qui est portée par des jeunes et qui était en difficulté. Alors, pour moi, je ne verse pas aujourd'hui dans la victimisation. Même si j'attire l'attention que on nous a empêchés d'aller aux élections, je prends exemple de là où on aurait anticipé et ne pas donner d'ouverture pour que les gens puissent nous permettre certaines choses. C'était notre première participation. Et quand vous faites l'attention, vous faites un peu attention, tous les 7 partis politiques qui ont participé aux élections ont déjà essuyé au moins une fois ce genre de revers. Peut-être que c'est le chemin, l'étape où il faut passer pour être aguerri. Aujourd'hui, nous sommes très avertis en matière de préparation par rapport aux élections, de ne pas donner de fissures pour que les gens puissent utiliser les astuces
que leur donnent les privilèges, que leur donnent leur position ou bien telle chose pour nous avoir aussi facilement. Parce que quand vous passez 2 ans à demander que les gens vous donnent 200 000 francs pour être prêts pour payer une caution, quand vous mobilisez des jeunes jusqu'à ce niveau pour avoir près de 300 dossiers, des gens qui sont engagés, des jeunes majoritairement bien formés, des docteurs, des spécialistes, 15 ans, 20 ans d'expérience, et on vous empêche, le système vous empêche de franchir le dernier pas, ça fait très mal. Dit que nous n'avons pas passé, nous avons participé aux élections. C'est que nous ne sommes pas allés à la dernière étape. Le système vous empêche, ou peut-être vous avez été victime d'une sorte d'impréparation aussi. Non, pas forcément. Parce que la Sénat a rejeté notre dossier le 2 novembre pour un seul motif. J'ai les papiers là, je peux prouver ce que je dis. Que nous avons mis une dame, la même dame, à 2 positions sur notre liste. Donc, j'ai écrit au président de la Sénat pour attirer son attention qu'il s'agissait de 2 personnes différentes. Et aussitôt, j'ai eu l'appel du directeur général des élections qui m'a présenté les excuses officielles de la Sénat. Et j'aurais peut-être dû enregistrer les appels, je ne suis pas habitué à ça, mais bon, c'est pas bien de le faire. Et pour faire, mais j'ai nos conversations qui sont encore là dans mon WhatsApp. Peut-être je vais même les enregistrer au cas où, peut-être demain, pour dire que les heures à venir, qu'il allait nous notifier, nous remettre dans l'eau droit. Mais ce n'était pas suffisant pour nous. La loi nous donnait juste 112 heures pour réagir, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui décide s'il faut remettre ou pas. Donc, au même moment, on a saisi la Cour par le service de notre conseil juridique. Et c'était là notre faute. Parce que si on s'était arrêté juste par rapport à la Sénat nous aurait remis dans notre droit et on aurait dû participer aux élections. Comme la Cour constitutionnelle a écrit à la Sénat pour dire « Ah, les jeunes là nous ont saisi, le parti Nouvelle Force Nationale nous a saisi, qu'en est-il » Il fallait maintenant aller chercher un truc pour nous coller. Parce qu'à la Cour, j'avais montré qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Et le président de la Cour demandait, est-ce qu'en dehors de ça, vous voyez, c'est des questions tellement orientées, est-ce qu'en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous leur reprochez? La Sénat ne m'avait rien notifié. En dehors de ça, donc il fallait chercher un autre truc. Je ne veux pas revenir sur, parce que c'est très éprouvant. Ça me fait de la peine. Quand ils évoquaient le truc, j'ai dit au président de la Cour, c'était un honneur pour moi quand même devant des ça. Je leur ai dit, Monsieur le Président, je voudrais montrer que même s'il y a des erreurs qui sont glissées de part et en droit pour des questions de nom, de trucs comme ça, je voudrais attirer notre attention de la faute qui est plus ou moins partagée entre la Sénat et peut-être nous. Allez prendre le dossier de la 16e circonscription où j'étais tête de liste. Regardez le papier, parce que c'est un dossier signé par la Sénat, regardez le papier que la Sénat nous a envoyé dans la 16e circonscription. Ils ont dit que je n'ai pas donné mon quitus fiscal le 2 novembre. Le président de la Sénat, la Cour a vérifié, il dit oui, ils ont dit que vous avez donné, vous n'avez pas remis. Alors prenez la même notification que la Sénat nous a faite le 9 novembre, regardez dans le même endroit. La même Sénat dit que j'ai donné le quitus fiscal. J'ai dit, est-ce qu'entre le 2 et le 9 novembre 2022, est-ce que j'ai mis pied ou bien j'ai envoyé quelqu'un déposer cette pièce-là à la Sénat? Ils ont dit non. C'est des erreurs. Permettez-nous de corriger ces trucs-là et allons aux élections. Peut-être c'est une question de nom de Moudibatou et des trucs comme ça. C'était pour ça. Donc pour moi, je pensais, la loi dit par exemple, en aucun cas, quel que soit le cas de figure, l'on ne peut jamais changer, c'est pas moi qui le dis, l'on ne peut jamais changer la liste initialement déposée. Les démocrates n'ont pas changé leur liste. Oui, donc si je peux, mais si ce n'est pas, c'est pas des choses comme, je peux dire que la Cour constitutionnelle a violé la Constitution, je peux le dire, parce que la Constitution, ils sont garants de la Constitution. Non, ils sont garants de la Constitution. Voilà, c'est pour dire. Ils ne peuvent pas la violer. Non, bon, c'est eux qui disent. Je ne suis pas spécialiste, oui, mais je m'exprime. Oui, juste après du contraire, c'est eux qui disent. Je m'exprime en certains pour que vous puissiez comprendre. Oui. La loi dit en aucun cas, il ne peut pas y avoir de cas de figure où l'on peut changer la liste initialement déposée. Nous, on ne demandait que des erreurs de nom qui étaient qui étaient partagées entre la Sénat et nous. Et on nous a refusé. Mais pourtant, on a permis aux autres de changer complètement des gens parce qu'on ne voulait pas telle personne sur telle liste. Donc pour moi, c'est une très belle expérience où aujourd'hui, je peux vous assurer que nous travaillons déjà depuis pour régler cette question de candidature, un certain nombre de choses. Je peux vous rassurer qu'en fin juin, nous aurons, la liste peut changer. Mais nos potentiels candidats, les 3700 personnes pour aller aux élections communales, nous aurons déjà réglé cette question.
Pour 2026, Oui. c'est pour dire que nous sommes levés très tôt pour anticiper sur tout ça. Il n'est pas question pour vous de vous fondre dans un bloc. Pourquoi vous... Non, non, c'est une question que je pose. Oui, je voudrais vous renverser, je voudrais vous répondre, vous dire, Oui. si 2 tiers, malgré tout ce qu'ils sont les grands partis politiques, si ils se sont tous mis ensemble et c'est à peine 1 tiers des Béninois qui sont voulu aller voter pour eux, pourquoi ils pensent que les gens qu'on a empêchés d'aller aux élections, ils ne peuvent pas venir partager notre politique, notre vision de Echigo? C'est une question que je vous pose. Si 2 tiers des Béninois ne sont pas d'accord avec eux qui se disent les partis forts, pourquoi ils ne peuvent pas réinventer avec des hommes, des hommes nouveaux qui ont de patriotisme, qui ont de... Oui, justement, vous pouvez aller, en les rejoignant, vous pouvez aller réenchanter leur union. Je suis très content qu'en disant ça, vous êtes en train de sourire. Parce que vous savez, oui. Il y a un adage qui dit qu'un tronc d'arbre jeté dans un marigot ne peut jamais se changer en crocodile. C'est des gens qu'on ne peut plus changer. Et quand vous travaillez avec vous, je les ai côtoyés. Quand vous avez, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, c'est les mêmes personnes. Ils ont les mêmes mécanismes. Ils pensent que nous sommes... Vous savez comment on m'appelle? L'insoumis et ou bien le jeune trop ambitieux. L'autre, un camp m'appelle insoumis et l'autre camp m'appelle trop ambitieux. On estime aujourd'hui, à mon âge, après avoir fait 15 ans, 16 ans, 20 ans dans le système politique, ma première fois j'ai été candidat, c'était 2008, aux élections communales. Et allez demander les scores qu'on avait à faire. Et pour moi, on estime, j'ai commencé en 97 avec MADEP. Et qu'on estime aujourd'hui à 97, ça fait combien d'années? On estime que je suis encore, ça fait plus de 30 et quelques. On estime que 30 ou bien 20 et quelques. Je suis encore jeune. Et qu'on n'est pas encore prêt. Vous voyez, c'est des gens... On ne sait pas pouvoir trouver votre place là-bas. On l'a compris. Donc vous continuez l'aventure en solo, vous vous préparez Non, nous sommes en discussion avec d'autres gens qui partagent même les trucs des mouvements et d'autres partis politiques. Même pas plus tard, hier, par exemple, à 16h, j'étais avec quelques membres d'un parti politique qui n'étaient même pas allés aux élections et avec qui nous avons évoqué des questions de nous mettre ensemble pour aller. Non, moi, je suis très ouvert et ce n'est pas moi qui décide. C'est l'organisation qui décide, c'est les membres qui décident. Nous sommes très ouverts pour que nous puissions changer les choses. Oui, en étant très ouvert, vous ne vous réclamez ni de l'opposition ni de la mouvance. Est-ce que ce n'est pas, sans vouloir vous faire un procès d'intention, ce n'est pas la position favorite pour pouvoir aller vers le camp où ça marche quand ça vous arrange en réalité? Si c'était ça, on se serait déjà parti là où vous savez depuis. Vous êtes d'accord? Oui, bon, peut-être les opportunités n'ont pas... c'est possible. Oui, c'est votre opinion. Je vous explique quelque chose. Oui. Il faut chercher à savoir pourquoi nous disons Echigo et nous refusons de nous allier. Oui, vous l'avez dit. Non, regardez tous ceux qui se disaient opposants là. Oui. On était allé à une séance où on a dit c'est... Parce qu'on ne savait pas où nous classer. On nous avait classé avec les opposants. C'est une réunion de l'IRI, c'est les Américains. Et arrivé là, on s'est dit que nous sommes des non-alliés. Parce que pour nous, que ce soit mouvance, opposition, c'est les mêmes personnes. Attendez le changement d'un régime, vous allez les voir tous balayer d'un côté là où le pouvoir va se retrouver. Et que nous sommes à la quête, ça prend du temps, c'est vrai, je sais. Notre discours prend du temps pour évoquer, pour passer. Mais je pense qu'il ne faut pas taire notre discours. Il faut continuer par le faire, il faut y travailler pour que ça se réalise. Regardez, vous mettez ensemble, il y a un présidentiel qui m'a rencontré qui dit qu'il veut être candidat, tout ça, j'ai dit, c'est quoi votre gouvernance, c'est quoi comment vous voyez la gouvernance de l'État? Vous croyez en quelle idéologie? Parce que quand vous mettez ensemble et vous ne partagez pas les mêmes manières de gouverner, de voir la gestion de l'État, vous n'allez pas faire 2-3 mois ensemble. Vous avez vu, le président Talon et le président Adjavon, ça capote rapidement. Ils n'avaient pas les mêmes manières de voir la gestion du pays. Et ça capote rapidement. À quoi bon on arrête? Regardez, c'est la pagaille politique que nous observons aujourd'hui. Dans des pays sérieux, l'idéologie de l'UP, l'idéologie des blancs républicains, c'est des gens qui ne peuvent pas soutenir le même projet. Les gens ils mettent des mots devant pour nous distraire. C'est leurs intérêts personnels qui les engagent. Et pour nous, il faut aller au-delà de ça. Et nous ne sommes pas pressés. C'est vrai que le temps passe. D'ici là, nous ne serons plus jeunes. Pas le discours de ceux qui sont... Bon, eux, ils sont préoccupés par leurs intérêts personnels. Vous suggérez que vous, non. Est-ce que ce n'est pas toujours le discours de ceux qui sont, d'abord, pour le moment, on ne sait jamais, sur le banc de touche, qui pointent du doigt ceux qui sont vous ne voyez pas que les démocrates, ils sont
la touche, je vais dire aussi, non? Oui, bon, D'une manière ou d'une autre. ils ont 28 députés quand même. Oui, Ils sont non, pas- ils sont pas- même avant ça, Oui. on ne ratait personne. Si c'est bon ce que vous dites, nous vous soutenons, nous vous encourageons. Vous comprenez ça? Si c'est mauvais, nous allons décrier. Nous n'avons pas de parti pris pour quelqu'un. C'est que c'est l'intérêt de ce peuple, de la jeunesse, je voulais dire. Et vous savez, le plus urgent en réalité en matière de gestion d'un pays, c'est que tout ce que vous faites doit être orienté vers le peuple. Mais nous sommes dans un système d'oligarchie, mais déguisé, habillé ou bien appelé démocratie. Sinon, observez bien, même tous ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, à la session d'une dizaine de personnes, mais c'est des gens nouveaux, vous connaissez. Ils étaient en politique, ils étaient à des postes donnés déjà, avant même que nous, on ait fini le collège. Mais c'est toujours les mêmes personnes. Observez-les. Des gens qui ont bouffé l'argent de l'eau aujourd'hui, bon, je ne sais pas trop, qui sont promis à des hautes fonctions aujourd'hui. Donc pour moi, je pense en réalité que il faut donner de l'éthique, il faut donner de jugeote. Parce que les gens vous observent, les gens veulent vous imiter, parce que c'est vous qui êtes les responsables aujourd'hui. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore ça. Voilà. Et pour moi, il faut y travailler. Ça va prendre du temps, c'est vrai. Voilà, nous n'avons plus, il nous reste exactement 2 minutes. 2 minutes, oui, pour sortir. Donc je vous laisse, je ne sais pas si vous avez un message particulier pour sortir de cette entretien. Je voudrais remercier nos compatriotes qui nous ont soutenus depuis la préparation de tout ce qu'on a fait pour participer aux élections. Nous étions porteurs d'un projet de démocratie libre à visage humain pour mettre résolument le Bénin au travail, rendre la presse libre et donner à la justice en réalité d'être libre également. Mais notre message n'est pas passé. Aujourd'hui, nous travaillons déjà pour les élections communales. Pour ceux qui hésitent encore, ceux qui pensent en réalité que nous sommes... La campagne? Non, du tout. Non, il n'y a pas une élection. Oui. Non, il n'y a pas une élection. Ceux qui pensent en réalité qu'un coup d'arrêt qui a été donné à notre élan, non, c'était un coup de frein, c'est pas un coup d'arrêt. Et nous travaillons résolument. À partir de juin, nous faisons notre rentrée politique. Fin juin ou début juillet, nous faisons notre rentrée politique pour pouvoir relancer les choses. Et vous verrez tout ce que nous travaillons, nous faisons dans l'ombre par rapport à ça. Voilà, pour nous, il faudrait en réalité avoir beaucoup plus de jeunes dans les conseils communaux, beaucoup plus de femmes et des personnes handicapées dans les conseils communaux, également à l'Assemblée en 2026. Voilà, merci beaucoup Apollinaire Avoyon, mais je ne saurais vous laisser partir. Vous parlez constamment, c'est un parti de jeunes, on le comprend bien, c'est votre marqueur principal. Je serais intéressé de voir comment vous arrivez, est-ce que vous arrivez à mobiliser autant dans les milieux universitaires, en parlant de jeunes, ces milieux-là devaient être vos milieux. Comment ça se passe exactement? Quel lien vous avez avec ces campus, ces jeunes? Sinon, en temps normal, la mobilisation devrait être visible et impactante, puisque, vous l'avez dit, les jeunes sont les plus nombreux. Non, c'est en matière de campagne, c'est dit, on peut aller beaucoup dans ces milieux de temps. Vous savez, pour être candidat, en réalité, il faut avoir un capital social qu'il faut investir en politique. Oui. Les jeunes, ils sont encore en formation. C'est-à-dire, on a beaucoup de réseaux. Il y a même beaucoup de... Je ne dirais même pas qu'au moins le tiers des membres fondateurs de la NFL, c'était des étudiants. Je peux vous l'assurer. Mais pour être candidat, vous comprenez, il faut avoir un parcours d'abord, et avoir un capital social et professionnel et investir en politique. La politique n'est pas un métier dans nos pays. Ailleurs, ça peut être métier. Non, ce n'est pas un métier. Le président Talon m'a repris récemment pour dire que la politique n'est pas un métier. Il faut avoir un métier et vous versez tout ce que vous avez engrangé ça là en politique. Et quand vous sortez, vous retournez à vos amours, à votre profession. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et c'est à ça que nous travaillons aujourd'hui. Le milieu universitaire, c'est un milieu qui est familier à nous, parce que la plupart des membres fondateurs de la NFL étaient aussi des étudiants. Voilà. Avec plaisir. Ok, c'était important d'avoir cette précision. Merci beaucoup Apollinaire Wilfried Avoyon. Je rappelle que vous êtes président du parti Nouvelle Force Nationale. Merci pour ces échanges. Merci. On aura certainement d'autres occasions de diviser autour des questions d'actualité. Le temps est passé très vite. C'est passé très vite, on a beaucoup parlé. C'est passé très vite. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez câblés pour les programmes qui vont suivre.